Allez, on part. Et vous avez vu aussi, c'est Raymond, à chaque fois que je mettais pas les trucs en ligne, après, dire, oh bah, il y a du retard, il y a du retard. Et avec ces MP3, là, je m'en sortais pas parce que c'était vraiment. Enfin, je croyais que ce serait plus simple et en fait, c'était le contraire. Donc hier, j'ai pris toute la journée, mais j'ai pu remonter avec mon time machine et retrouver tous les vieux enregistrements Zoom jusqu'au début octobre quasiment. Et j'ai tout mis en ligne, donc les 25 premières minutes. Et, et ça fait une archive. Moi, j'en revenais pas de ce que ça fabriquait. Où est-ce que j'ai mis ça? Hop là. Ah, je voulais regarder Louise Bouillot, ce qu'elle avait en attendant. Euh, non, pardon, je me trompe. C'est Cécile, idiot. Mais là, sur mon YouTube, accueil, c'est là. Et j'ai fait une playlist. Donc, il y aura l'atelier hebdo qui est là. Et juste en dessous, j'ai mis tous les trucs du direct avec chaque fois les 25 premières minutes. Et finalement, ça va vachement plus vite que mettre le son. Alors, je sais pas si ça vous servira ou tout ça, mais en tout cas, pour moi, c'est aussi une réponse à Betty, quoi. Il y a dans ce qu'on est en train de chercher là, qu'est-ce qu'on peut arriver à structurer aussi. Voilà, Sephora et Jean-Luc sont présents. On est 23. Et cette fois, on va commencer. 19h03. Hop, écriture, écriture, attends, j'ai encore un petit machin. Se connecter. Désolé, mais je ne serai pas des votes. Bon, mais dans ce cas-là, c'est pas grave. Euh, allez, go. Je suis toujours en partage d'écran. Tant que je vois un peu les têtes. Ouais, elle est là, Sephora. Et ça tombe bien, on va parler de Sergi aussi. Bienvenue donc à toi. Et Jean-Luc et tout le monde. Ouais, alors la semaine dernière, on était parti sur cette idée. Attends, là, par contre, je repasse sur en partage écran. Que je révise mes fenêtres, pardon. 19h04, c'est parti. Partager l'écran. Je le mets là. Voilà ce qu'on avait fait la semaine dernière. On était parti sur cette idée-là un texte de Jean-Michel Espitalier où il s'agissait de suites de personnages définis comme ça très brièvement. Je vais même parler de compression, ce qui n'est pas son mot à lui, mais surtout de partir dans une suite où c'est le fait de passer d'un personnage à un autre qui compensait la brièveté et qui donnait cette espèce de rythme et cette impression de surgissement de visage. Et chaque fois avec un principe d'organisation qui vous appartenait en propre. Certains qu'on n'avait pas lu, Carole qui m'a dit que c'était pas. Je ne sais pas si elle est là ce soir. Non. Euh, et dans la suite, alors moi, chaque fois, je me régale complètement. On a eu plusieurs textes qui s'étaient organisés. Voilà, celui de Nolwenn, elle, par exemple, euh, qui se spatialisait selon un immeuble. Et donc ça, c'en était un, au deuxième gauche, avec ces trucs très bizarres là euh, c'est à côté, c'est vendu. C'est-à-dire que tout d'un coup, même là où il n'y a rien à dire, ça figure quand même dans le texte. Et on a eu un deuxième texte comme ça, au moins, indépendamment là, du couloir de Jacques, qui était vraiment impressionnant aussi, avec tous ces passions là, d'autopsie là, qui semblaient traverser là, ce couloir vide. Ça aussi, ça a dû un petit peu compter dans ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Donc, le texte de Monica, 4 étages, 4 portes par étage, et puis on est parti comme ça. Et à chaque fois, évidemment, alors est-ce que je ne sais même pas s'il n'y en avait pas un troisième, enfin le texte de Jacques avec le couloir et les personnages. Est-ce qu'il y en avait un autre spatialisé de cette façon avec immeuble? Peu importe.
C'est Tristan, qui n'est pas là ce soir non plus, mais je sais qu'il ne peut pas venir très souvent, qui avait fait la réflexion parfaitement évidente que ça nous renvoyait à la vie mode d'emploi de Pérec. Alors je pense que vous avez tous traversé cette espèce de continent ou que vous l'avez chez vous. Vous savez que juste, mais vraiment en 1 minute 30, parce que c'est évidemment du classique, du basique. Le Pérec part sur un dessin d'un gars qui s'appelle Saul Steinberg, c'est un londonien, et qui montre un immeuble new-yorkais ou londonien, je pense que c'est plutôt New York, dont on a enlevé la façade. Et à cette même heure du soir, tous les appartements, donc avec toute la structuration sociale, du bas jusqu'en haut, toutes les différentes façons de se meubler, les différents objets, tout est montré. Et évidemment, on a la même heure, le même bâtiment, mais une espèce de monde de vie qui se dispose selon ces critères sociaux, évidemment, et qui les dévoile en même temps. Et Pérec part sur l'idée de prendre comme ça un immeuble parisien, haussmannien, un immeuble qui a été construit vers 1870, donc juste ouais, post-Haussmann, et lui écrit en 1970, et les grands événements, ça va être par exemple l'arrivée du chauffage central en 1935, ça va être l'arrivée de l'ascenseur et tout ce que l'ascenseur change à la circulation, et son idée d'après ce dessin, c'est de fabriquer quelque chose qui soit de refaire un monde, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les 100 ans, mais qui est une circulation permanente des caves, des commerces d'en bas jusqu'aux chambres de bonne d'en haut, et justement tous ces trucs-là. Et pour ça, il se sert, vous savez, du mouvement du cheval aux échecs, une case droite, une case oblique, et il circule en permanence comme ça, et dans le temps et dans les lieux, jusqu'à, bon, après, je ne veux pas m'attarder puisque tout le monde connaît le livre, mais il y a une histoire de puzzle, un gars qui fait fabriquer des puzzles, qui va, etc., etc. Donc il y a une espèce de mouvement, d'enveloppement comme ça par une structure narrative. Il y a, comme dans La Disparition, où on écrit sans la lettre E, mais la lettre E, c'est la double lettre du mot père, la double lettre du mot mère, la double lettre du nom Perec, francisé en Pérec. Donc, si on fait disparaître le E, c'est pas simplement un truc technique. Là, au milieu de la vie de l'immeuble, il y a 39-45, et le fait que pendant 6 ans de guerre, à la fois il y a des trucs de résistance, on imprime des tracts, des ronéos là dans la cave, mais il y a cette espèce de collaboration douce là qui s'installe, et cette espèce de passivité. Et donc là, euh, pour Pérec, je pense que ce travail sur qu'est-ce qui fait qu'en temps de guerre, cette vie ordinaire peut se continuer comme si il n'y avait pas tout le drame extérieur. C'est ce qui donne comme ça une espèce aussi de centre de gravité au livre. Et dernière chose, c'est l'arrivée tout au bout où on est en 1970, et puis ils sont tous dans leurs appartes en train de regarder la télé, en gros, et l'arrivée là, sur le présent de son écriture, elle n'a rien de spécialement glorieux. Alors, dans ce livre, évidemment, il y a, je ne sais plus combien, enfin, permettez-moi d'aller regarder. On est X 109, ça fait quoi? Ça fait 99 chapitres. Euh, Comme par hasard d'ailleurs, juste avant 100, 100 c'est les index et les histoires. Il y a au moins une quarantaine d'histoires imbriquées. Ça, je pense qu'on va s'en servir aussi dans les histoires de nouvelles. Mais dans les 99 chapitres, chaque fois, le mode d'organisation, la contrainte, elle aussi est différente. Et le mode, justement, de distribution des contraintes, lui aussi s'établit en partie par des algorithmes selon les personnages, les façons
de se comporter, non, les façons d'aborder les narrations, selon les familles, selon les histoires, selon les personnages, présentent une sorte de continuité de personnage à personnage, tout en organisant cette espèce de polyphonie de strates narratives. Et je me souviens que Tristan, là, quand il était parti, là, sa réflexion sur un des textes, c'était sur justement la cave de Monsieur Moreau et le catalogue des outils. Attendez, pardon, là je passe en partage écran. La vie, mode d'emploi. Là, si c'est pas difficile à trouver, je peux vous montrer l'adresse, mais si vous le voulez en EPUB, c'est un outil fantastique parce qu'évidemment, on a la case recherche, mais ce qui avait fait réagir Tristan là, à Rome la semaine dernière, c'était cette espèce de jeu là où ce Moreau, lui, c'est tout un équipement là euh, de bricolage et de trucs comme ça, avec des reprises de catalogues, de copier-coller, catalogue de Saint-Étienne, etc. La manufacture, pas Solange. Et bon, alors c'est à ce moment-là où je m'ai dit qu'il y a peut-être nous, il y avait ce prolongement. Et le prolongement, pour moi, c'était ce qu'on avait fait il y a 15 jours. Vous savez, on était parti de ce jeune Suisse, là, Julien Marais, qui avec ce texte-là, qui était uniquement des points-virgules, c'était des explorations d'intérieur, intérieur de maison, et dans un village, intérieur de bistrot aussi. On avait eu aussi avec Oula, quand il faisait son exploration bistrot avec ses points-virgules, ce qu'on voyait surgir, c'est les personnages et pas des suites de lieux. Mais sinon, tous les intérieurs, de point-virgule à point-virgule, on changeait le grossissement, on s'arrêtait sur un détail, on continuait. Et c'est en partant de là que je m'étais dit que ça valait le coup d'aller faire ce même jeu avec des personnages. Mais en revenant à l'idée euh, de Julien Marais, euh, c'est- pour moi, ce qu'on explorait dans ces idées de maison, il y avait une espèce de charge, évidemment pour lui, charge mémorielle. C'était le village des vacances, c'était la maison des grands-parents, le bistrot des grands-parents ou le magasin des grands-parents. Alors que Pérec, lui, dans la vie mode d'emploi, il y a plein de choses qui se passent dans les escaliers. Par moment, à un moment, par exemple, il y a un chapitre qui est liste d'objets trouvés dans l'escalier. Et il y a des choses de cet ordre-là, euh, c'est-à-dire des lieux qui, eux, n'ont a priori aucune fonction. Enfin, qui soit liée à l'affect ou à l'émotion, qui sont des lieux totalement utilitaires. Et en me baladant, alors évidemment, j'ai d'abord suivi l'idée de Tristan Matt, là, de dire, tiens, allons voir l'histoire des Moreaux, quel nom. Et là, c'est en relisant ça, je me dis que là, il y aurait peut-être quelque chose à faire pour nous. Et c'est peut-être réponse à ce que disait Betty tout à l'heure. Jusqu'à quand on peut continuer un tel escalier, un tel, oh, le lapsus, pardon, jusqu'à quand on peut continuer un tel atelier? Pour moi, c'est qu'est-ce qu'on peut explorer ensemble qu'on n'aurait pas forcément l'idée d'explorer hors de ce genre de contexte. Et là, depuis 3 jours, j'ai dit, et si on travaillait là-dessus? Alors, la salle d'attente du docteur Dindeville, euh, c'est que des éléments comme ça qui sont a priori, lui, évidemment, il y a des détails, il y a des objets, mais c'est un truc de la vie la plus ordinaire. Un prof, là, tiens, qui corrige ses copies, comme on voit toujours dans les TGV ou les RER, et puis tout d'un coup, il dit, hop, un zoom, et puis on voit par-dessus son épaule ce qu'il y a décrit sur la copie. Qu'est-ce que c'est ce narrateur là qui est totalement mouvant et invisible, mais qui est capable d'aller reconnaître un prof de français parce que il corrige avec un crayon finement taillé. Et vous voyez comment les détails, c'est pour moi quelque chose de fractal. À mesure qu'on glisse sur chaque détail se démultiplie et devient un monde en lui-même. Et non seulement on passe là
de la correction de copie qui peut évidemment définir rétrospectivement qu'il s'agit d'un prof qui fait son truc du soir, eh bien, tout d'un coup, on est sur son épaule et on est en train de lire ce qu'il y a évidemment sur la disserte. Et comme par hasard, c'est là une espèce de mise en abîme où, entre Crime et Châtiment et puis L'étranger de Camus, on se retrouve là dans une mise en abîme littéraire. Et puis l'autre, bah, c'est pas non plus le truc, c'est on passe à l'univers représentant en installation téléphonique et par rapport aux années 70, le répondeur enregistreur et tout ça, et les tableaux. Et après, bon, Pérec s'amuse un petit peu, mais sur le tableau devient toute une description. Et à mesure qu'on entre dans la description, lui aussi, le tableau se démultiplie. Et après, il glisse sur autre chose. Moi, le petit PDF que je vous ai donné s'arrête ici sur ce docteur avec ce truc très fort aussi, mais qui appartient au principe du bouquin, c'est-à-dire ce docteur d'Indeville, eh ben, on ne cherche pas à en faire un personnage avec un affect et une identification au personnage. Les gens ne l'aiment pas beaucoup, point. Et on va le laisser comme ça à distance. Lui reproche son manque de chaleur, mais ils apprécient son efficacité, sa ponctuation, lui est fidèle. Maintenant, je voudrais raconter une histoire et très brièvement, je suis bien dans mon temps, même le fait qu'on ait commencé à 4 minutes de retard, parce que je sais qu'on se chronomètre. Je ne sais pas si je vais retrouver. Bon, je vais juste te raconter. Les performances cette fille travaillait toujours sur des expériences, par exemple, dire quel est le livre le plus emprunté dans les bibliothèques municipales de Paris. Elle trouve que c'est L'Aiguille creuse d'Arsène Lupin. Eh bien, elle emprunte dans toutes les bibliothèques parisiennes L'Aiguille creuse d'Arsène Lupin, et tout d'un coup, pendant 3 semaines, le livre le plus emprunté à Paris n'est plus disponible dans aucune. Ah, voilà Gilda. Hop là, pardon, admettre, merci. Et d'autres choses. Alors, par exemple, elle prend de son Velux, de sa petite piole, une photo du ciel bleu quand on est comme ça au début de printemps. Et cette photo, elle l'emmène à développer dans 32 officines de Paris qui proposent des tirages photos. Elle obtient 32 photos bleues, la même photo, sauf qu'il n'y a pas un seul bleu ensemble. Et elle colle là sur un mur les 32 photos. Elle avait fait ça aussi en achetant un rideau de tulle transparent par Internet. Et elle en avait acheté, je crois, une quinzaine comme ça de Hong Kong à Vancouver. Et les rideaux de tulle transparents, aucun n'était transparent. Je ne veux pas insister, juste mettre ça en arrière-fond. Une des performances qu'avait fait cette Constance, et elle avait fait une série de photos dans son quartier. Elle entrait dans toutes les boutiques où, a priori, elle n'avait rien à faire. Compagnie d'assurance, prestation d'obsèques, tous ces machins-là. Elle entrait, elle disait bonjour, on habite le même quartier, j'habite la rue à côté. J'ai décidé de faire un inventaire photo de tout ce que propose le quartier qui ne me concerne pas. Magasin de moto et tout ça. En général, les gens acceptaient. Et ben, tout d'un coup, on avait un truc inversé comme ça. Et du même ordre d'idée, elle s'est mise à entrer, pareil, dans son quartier, chez tous les personnes, c'est-à-dire principalement les généralistes, mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des dentistes, des machins comme ça, des kinés, tout ça. Elle entrait, elle attendait dans la salle d'attente, et quand c'était son tour, elle disait bonjour, je suis en train de faire un répertoire des salles d'attente. Est-ce que vous m'autorisez à photographier les 4 murs de votre salle d'attente sur lesquels il y avait des notices, il y avait un machin, il y avait des reproductions, les tournesols de Van Gogh ou des machins comme ça. Et d'ailleurs, très fréquemment, ça l'avait bien surprise, un bon tiers des médecins lui dit OK, mais je vous me devez le prix de la consultation puisque vous êtes venu me voir et vous prenez la place d'un client. Et donc, à chaque fois, elle payait bien sa consultation. Je ne sais pas comment avait réagi la Sécu, mais les salles d'attente, dans leurs normes, leur vide, devenaient comme ça une espèce de labyrinthe et tout ça. Alors, où j'en suis moi avec ça? Et là, maintenant, ça va être tout simple. Le texte de Pérec, évidemment, Gilda étant là, je vous le mets direct
dans le chat. Et voilà, il est chez vous. Bienvenue au chat d'Élise, si c'est lui qu'on entend. Non, même pas, si. Et il y a coquille et PDF, dernière lapsus, W. Ouais, j'ai pas le temps de lire les chats. Voilà, Émilie. Ouais, pardon, j'ai vraiment fait une bêtise avec ces trucs-là. Ce que je voulais vous proposer, pour moi, l'exploration à faire, et pour moi, c'est pas un enjeu qui est neutre, c'est du fitness. C'est-à-dire, ce qu'on a fait il y a 15 jours avec Julien Marais, c'est des lieux qui, pour nous, sont chargés d'affect et qu'on peut rejoindre avec un affect. Pour les personnages, ça a été quelque chose du même ordre. Lorsqu'il s'agit de salles d'attente, quelle qu'elle soit, j'ai parlé médecin, mais il y a des notaires, il y a des avocats, il y a des trucs de sécurité sociale, il y a des machins pour aller chercher son passeport, je suis en train de refaire ça en ce moment, etc., etc. C'est toute une suite de fonctions sociales. Ça n'a rien d'excitant, oui, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement normalisé. Quand il y a eu le Covid, ils avaient mis des gros scotch rouges sur une chaise sur deux. Il y a des espèces de petites plaintes pour que les chaises n'aillent pas démolir la peinture et que les chaises soient toujours bloquées à 10 centimètres. Avant, il y avait des magazines. Maintenant, depuis le Covid, il y a zéro magazine, mais il y a toujours la table qui est restée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on voit de la fenêtre? Est-ce que la fenêtre est en verre dépoli? Comment est le mobilier et comment est la porte et la porte extérieure et la sonnette pour dire, etc., etc. Il n'y a rien d'excitant. Simplement, dans ce rien d'excitant, ça nous oblige, nous, à travailler ce qui pour nous est important. Comme il y a 15 jours, c'est lieu avec affect. Eh bien, tout d'un coup, on n'a plus aucun affect. Est-ce qu'on peut travailler quand même sur l'ambiance d'un lieu? La, les bruits, ce qu'on voit, la qualité de lumière, qu'est-ce qu'il y a au mur qui est clair ou pas, comment est le sol, et puisqu'on est forcé d'écrire, eh bien on est bien forcé d'aller chercher ce genre de détails. Est-ce que ce genre de détails, on les a mémorisés? Peut-être que justement on les mémorise malgré tout euh, si on attend dans un lieu de... Attends, je désactive le son chez Monica. Si on attend dans ce genre de lieu, la concentration, l'intensité, ou parce qu'on sait que le dentiste il va faire mal, eh bien, nous, autant le lieu est dégagé de tout affect et c'est une espèce de retrait de signe, autant nous, dans la perception et dans l'attente, dans la transition, on se recharge là, au contraire, on se retient à ce genre de lieu et ça peut suffire. Alors, l'idée bizarre d'aller travailler là-dessus, est-ce que c'est en prendre un? Moi, vraiment, quand j'ai lu les textes relu là, les textes de la semaine dernière avec ces traversées d'escalier, cette traversée d'immeubles, se dire, si on se concentre sur le lieu sans rien d'autre, ça va nous obliger à attraper tous ces détails, mais il n'y a pas un seul de ces détails qui ne soit pas chargé d'enjeux sociaux extrêmement précis. Et là, nous, c'est ce dont on va se servir. Par contre, il y a une autre possibilité. Comme la semaine dernière, on a travaillé sur ces suites là, de personnages. Se dire que là, si vous prenez votre tête et que vous faites le souvenir là, des 5 salles d'attente les plus récentes où vous avez eu l'honneur d'aller attendre, eh bien, ça peut être aussi faire que vous traversez la salle d'attente, vous ouvrez la porte, vous arrivez dans l'autre. Et puis, vous continuez. Et ça, il y a ça, par exemple, il y a un passage formidable de L'équipé malaise de Jean Echenoz, où il reprend un petit peu, justement, parce que Pérec est jamais loin derrière enfin, un petit peu tout le monde, mais Echenoz, c'était vraiment conscient de la référence, là, ce dessin de Saul Steinberg. C'est-à-dire que le narrateur d'Echenoz, il traverse un appartement dans une rue de Paris, et puis il traverse la cuisine, le salon, le truc comme ça, et il traverse la cloison, il se retrouve dans l'appartement suivant, il traverse le mur, il se retrouve dans l'autre appartement, et il va longer toute la rue, comme ça, en suivant des appartements à, je sais plus, deuxième ou troisième étage, et en les traversant, comme s'il y avait des portes de communication d'un à l'autre. Et
moi, je veux pas faire enlever l'idée que si une salle d'attente ne vous convient pas, que vous puissiez, comme ça, traverser une espèce de suite. Mais ça, je veux pas non plus vous pousser plus, et moi, je vais m'arrêter là. Maintenant, à 30, euh, je sais que ça peut être très frustrant de se dire, ah, parce que Pérec, à un moment donné, il se passe tellement, tellement de choses dans la vie mode d'emploi en permanence. Et puis tout d'un coup, on se retrouve là, chez ce médecin là qui a son cabinet dans l'escalier. Eh bien, on se retrouve dans sa salle d'attente. Et dans cette salle d'attente, bah, il n'y a rien. Il n'y a que des trucs qui sont tellement ordinaires. Et le pauvre tableau, c'est une espèce de chromo qu'on doit retrouver partout. Mais simplement, si on se met à le regarder ou si on se met, penser à Constance Sorel qui ramène la suite des reproductions de tableaux dans une trentaine de médecins de son arrondissement de Paris, eh bien, simplement, ce jeu comme ça, qu'est-ce qu'il y a au mur? Qu'est-ce que c'est la déco? Et là, on peut amener comme ça, travailler sur des principes de collection. Et j'ai pas mieux à vous proposer ce soir, mais j'ai vraiment la conviction que si on fait ce genre d'exercice, schramm, euh, c'est un exercice presque de dépouillement, parce qu'on va entrer dans des lieux qui ont quasiment aucune autre fonction, qui ont, sinon justement de laisser du temps comme ça, c'est des intervalles, des suspens, c'est des temps suspendus. Et dans ce temps suspendu, le fait que ce soit des lieux public, le dépouillement, lui, ben, c'est quand même des poignées de fenêtres, c'est quand même la vue qu'on a depuis cet endroit, c'est quand même, puis je me répète, le sol, l'odeur, l'éclairage et les trucs qu'il y a au mur. Et la charge sociale qu'il peut y avoir dans chacun de ces lieux-là. Voilà ce que je voulais vous proposer. Donc le texte de Pérec, là, vous l'avez, on peut juste je peux le Il peut y avoir des rendre. personnages, François. Ben, dans Pérec, il y a deux personnages. Oui, Simplement, oui, oui. lui, il y a deux personnages. Un qui est un prof qui attend en corrigeant ses copies, puis l'autre, Oui, c'est un oui, oui. représentant qui n'a pas de rendez-vous, mais qui attend entre deux clients pour passer comme ça. D'accord. Et je sais que c'est pas fast, enfin en tout cas pour moi c'est pas si fastoche de dire ah on va travailler là-dessus parce que je me dis mais comment ils vont le prendre? Quand se révolteront-ils? Mais je suis persuadé que là, si Pérec fait ça, c'est justement pour installer aussi un statut de vide. Il y a un autre truc comme ça, Simenon, c'est plus trop à la mode et tout ça, mais dans tous les Maigret, par exemple, les Maigret, une fois par mois, vont manger chez leurs amis et le docteur Pardon. Et c'est des morceaux d'anthologie. Il y a les dames qui chuchotent dans un coin de la pièce pendant que Maigret et Pardon vont boire leur petite liqueur à côté. Et comme les Pardon vivent dans le cabinet du médecin, eh ben, tout se passe dans la salle d'attente à chaque fois. Et cette espèce de truc glauque aussi comme ça, voilà, je voulais vous proposer des salles d'attente. Soit une, et vous y allez dans le maximum de décortiquage, soit si vous en avez trois ou quatre qui vous reviennent comme dans les premiers souvenirs, euh, ça peut être aussi se balader mémoriellement, aller loin, et c'est pas forcément des salles d'attente de médecins, je répète, euh, mais Pérec l'a fait, donc on le fait nous aussi. On est dans la salle d'attente du docteur Daindeville. Et Pérec installe des trous dans l'espèce d'espace. Nous, on va travailler sur un lieu trou. Voilà, je peux m'arrêter. Désolé, Séphorat, avec à nous rejoindre à un moment plus gratifiant plutôt qu'aujourd'hui, mais c'est comme ça.